grand journal de Télésignal. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Bon week-end à vous. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, fin de la période de contestation au CEP, 72 heures après la fermeture de la phase d'inscription des candidats aux prochaines législatives. 111 cas de contestation sont enregistrés sur tout le territoire national pour des raisons telles la double nationalité et l'absence de certificat de décharge. Inscription aux prochaines législatives, les chiffres n'ont pas changé. 2029 candidats, 1767 à la députation et 262 au Sénat. Seules 162 femmes sont recensées, informe le porte-parole du CEP, Franz Bernadette. Dans l'actualité également, le choléra continue de faire des victimes en Haïti. Du 9 au 23 avril, 3 décès communautaires et 48 cas d'infection ont été dénombrés par le ministère de la Santé publique qui encourage la population à respecter les consignes d'hygiène. Installation de Léonard Renault comme nouveau ministre AI des Affaires étrangères et des cultes. L'actuel ministre de la Défense remplace à ce poste Julie Brutus qui a démissionné dans la perspective de se porter candidat à la présidentielle de 2015. Dans l'actualité aussi, procurer un métier à des jeunes défavorisés afin qu'ils puissent se prendre en charge dignement. L'objectif d'un programme de réinsertion sociale lancé par le ministère des Affaires sociales et du Travail est supporté par le président et le premier ministre du pays. À l'étranger, le bilan ne cesse de s'alourdir au Népal depuis le violent séisme de samedi dernier. Les chiffres officiels font état de 3700 morts. Environ 50 répliques ont secoué le pays depuis la catastrophe. L'aide internationale commence à s'organiser sur place. Toujours à l'étranger, un nouveau mandat pour Omar al-Béchir qui dirige le Soudan depuis 25 ans. Son élection avec plus de 94% de voix dès le premier tour de la présidentielle est fortement critiquée par la communauté internationale. Voilà pour les titres, le développement dans un instant. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprophar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com.
Merci de votre fidélité. Tout de suite, le développement du journal. Comme annoncé en titre, sur les 2029 candidats pour les législatives partielles de 2015, 1767 candidats à la députation ont été enregistrés contre 262 au Sénat, selon des chiffres avancés ce lundi par le porte-parole du CEP, Frantz Bernardin, ajoutant qu'un total de 262 femmes se sont faites enregistrer lors du processus. Le porte-parole du CEP a en outre informé que sur tout le territoire national, l'institution électorale a recensé 111 cas de contestation. Le bureau électoral départemental de l'Ouest 1 vient en tête avec un total de 21 cas de contestation. Les précisions de Frantz Bernardin au micro de journaliste Saint-Ilus et Yvon Seidi. À propos de mettre un nombre d'enregistrements, nous connaissons que environ 2029 enregistrés, inscrits, si nous l'avons dit, qui repartit pour Sénat 262, chiffre que nous connaissons déjà, puisque CEP a fait la presse, au moins répercuté à travers la presse. Et puis pour la députation, il y a 1767. Nous sommes capables rapidement nous dire, ça fait grand tout 162 femmes, 1867 hommes, environ 9% participation féminine. Nous connaissons que CEPA entend insister beaucoup sur participation féminine, non seulement comme électeur, mais aussi comme candidat tout, parce qu'il faut. Même par exemple, avec le temps, nous sommes capables d'atteindre ce quota que nous avons besoin, mais quand même, CEPA déjà en route pour nous avancer, pour les familles capables de une grande participation dans l'élection, non seulement comme électeur, mais aussi comme candidat. Pour contestation, nous sommes capables de dire que dans pile contestation que nous commençons à recevoir, mais là d'ailleurs, il y a seulement 3 qui sont traités. Nous avons liste contestation que nous commençons à recevoir. Par exemple, pour Ouest 1, nous avons 21 que nous jouons déjà contestation. Pour Ouest 2, il y a 4. Pour le département du Nord, nous avons 6. Le Nord-Est, 5 cas de contestation. Nord-Est, 5. Nord-Ouest, 2. Artibonite, 16. Le Centre, 5. Et me dit dit non, il y a 3 qui ont été traités déjà là-dedans. Sud, 19. Sud-Est, 20. Grand'Anse, 10. NIP, 3. Ce qui donne environ 111 cas de contestation. Notons que le Conseil électoral provisoire examine depuis vendredi les dossiers des aspirants députés et sénateurs pour les prochaines législatives partielles. La liste définitive des candidats au Sénat et à la députation habilités à prendre part aux élections devrait être publiée le 1er mai prochain. Nous l'avions annoncé, c'est hier dimanche qu'a pris fin la période de contestation des candidatures dans les bureaux électoraux départementaux du pays. Le CEP avait accordé 72 heures après la fermeture du processus d'enregistrement des candidats, soit le 23 avril à 23h59, pour produire les contestations. Selon le directeur des opérations électorales, le maire Honora, les différentes plaintes déposées au niveau des bêtes du pays concernent des cas relatifs à la double nationalité des candidats ayant des démêlés avec la justice haïtienne, ainsi que des cas de candidats n'ayant pas de certificat de décharge. Écoutons les explications de le maire Honora au micro de journaliste Saint-Ilus et Yvon Seidi. Nous baillons toujours 72 heures. 72 heures que nous contrôlons et qui finit hier soir à minuit. OK? Et que nous recevons dernière contestation et puis c'est en ça 6 contestations fermées. Bon, encore c'est la double nationalité n'est pas admise. OK? Alors là, moi envoyé alors et ça concerne les affaires juridiques qu'a pas apprécié par exemple contestation qui doit faire et que ou bien le fondé ou bien le pas fondé. C'est affaires juridiques qu'a pas apprécié pour le connaître exactement et contestation comment la qui décision la prendre sur lui. Bon, plaintes sont diverses. Ils sont diversifiées. Par exemple, au cas où un candidat il dit bon, il gagne affaire pendant dans la justice. OK? Il y a un candidat que on dit qui pas gagné qualité, qui pas gagné décharge. Il y a un candidat alors plaintes sont tellement diversifiées que nous ne pouvons pas énumérer. OK? Bon. Oui, bien sûr. Non, nous ne pouvons pas connaître à un niveau bête là parce que nous ne pouvons pas même physiquement.
Parlons élection toujours. Le directeur exécutif du CEP a effectué une visite de 2 jours le week-end écoulé au bureau électoral départemental du Sud-Est. Il s'agissait pour Mosler Georges de s'enquérir de l'état d'avancement du processus électoral au niveau du BED du Sud-Est. Mosler Georges en a profité pour dispenser une formation en matière de contentieux électoral aux membres de ce bureau électoral départemental. Des détails avec notre correspondant permanent à Jacmel, René Voltaire. Dans une visite 2 jours pendant le week-end écoulé à passage directeur exécutif KEPA, M. Mosler Georges, dans la cité Alcibiade pour Miracle, il était occasion pour te prendre connaissance avancement processus là dans le BED Sud-Est là. Il était tout organisé une formation pour dirigeants BED sous ça qui est les contentieux électoral là. Et là, nous sommes venus pour nous assurer que BED là, il gagne suffisamment armé pour qu'il soit capable de traiter contestation. Là, nous sommes venus spécifiquement pour faire une formation en matière de contentieux électoral pour BED et assurer nous que tout ça y a besoin pour que traiter contestation yo gagne et avancer dans le processus pour nous capables de publier la liste. Tout ça qui gagne à dossier décharge là, envoyé KEP a fait qu'on ait institution li fait partie à pas entendre baisser les bras. Toutefois, li indiqué KEP a déterminé pour mettre en application article 90 loi électorale là. Avec inscription yo qui bout semaine passée, Jean Saté fixé dans agenda KEP a déjà gagné une dizaine candidats députés et 6 sénateurs qui contestaient pour département sud-est là. C'est cas ancien délégué Ramélus Bolivar, Rémé Haïti, ancien directeur départemental éducation Marc Eldea Charles, Rémé Haïti, ancien ministre agriculture Gérald Mathurin OPL, ancien député Maxo Balthazar OPL, ancien délégué Ronald Pierre Avni, avec Jacques Abraham Fusion, René Voltaire Métropole du Sud-Est Jacmel, Télésignal. C'était annoncé en titre, c'est ce lundi qu'a lieu la cérémonie d'installation du ministre Lenaire Renault, actuel titulaire du ministère de la Défense, comme nouveau ministre AI des Affaires étrangères. Monsieur Renault remplace à ce poste Julie Brutus, qui, rappelons-le, a démissionné en mars dernier dans la perspective de se porter candidat à la présidentielle de 2015. C'est le chancelier sortant Julie Brutus qui a présidé la cérémonie d'installation de son successeur. Le nouveau titulaire par intérim du ministère des Affaires étrangères, dans son intervention, promet de travailler afin de renforcer les relations internationales entre Haïti et ses pays amis. Lenaire Renault a également profité pour renouveler l'engagement de l'État haïtien à respecter les accords et les traités internationaux ratifiés par le pays. Lenaire Renault, au micro de Wesley Antoine et Max Joseph. Nous devons travailler à la consolidation de nos relations internationales de manière à rendre plus dynamiques nos relations d'amitié et de coopération, qu'elles soient nord-sud, sud-sud, avec les pays amis de la République d'Haïti. C'est dans cet esprit que nous pourrons mieux défendre les intérêts du pays et rationaliser les apports de la coopération internationale tels que nous inspire la philosophie dégagée des grandes lignes de la feuille de route du gouvernement et de la vision d'ensemble du président de la République, son Excellence M. Michel Joseph Marconi, en ce qui concerne la reconstruction et le développement du pays. Mesdames, Messieurs, l'objectif est maintenant que le ministère, à travers ses services centraux et ses services externes, que sont nos missions diplomatiques et nos postes consulaires, se mettent à l'ouvrage pour poursuivre l'action diplomatique haïtienne et consolider les acquis. Parlons santé à présent. Recrudescence de l'épidémie du choléra dans le département du Sud. Près d'une cinquantaine de personnes sont hospitalisées au niveau de ce département, selon le coordonnateur de lutte contre le choléra dans le département du Sud au ministère de la Santé publique, Baudin Bruno, qui intervenait ce matin au cours d'une conférence de presse sur le bilan des poussées de l'épidémie dans le pays durant le mois d'avril 2015. Il faut dire que 3 décès communautaires ont été enregistrés dans 3 départements, un à Bénay dans le sud-est, un à Plaisance du Sud et un autre à Gantier dans l'ouest. Écoutons les précisions de Baudin Bruno au micro de Fizé Mathieu. 16e semaine, vraiment, il y a 17 cas. Il m'a fait remarquer que pas de décès du tout.
la période ça, bien que vous dit qu'il y a des cas de décès. Et nous gagnons ensuite pour commune Port-Salut, côté que tu gagné 27 cas de choléra, et cas ça est sorti surtout dans la 3e section et Saint-Louis, et dans la 3e section et Port-Salut, en particulier dans la localité Sapoti, là-haut avec Nanso. Parmi 27 cas ça est, nous avons fait test rapide pour eux, côté que tu as 23 tests qui étaient positifs là-dedans. Nous avons ensuite commune Okaï, qui a côté de enregistré 10 cas. Parmi 10 cas, ça a été 9 qui étaient positifs. Et cas ça ils étaient venus surtout dans la première et 3e section communale. Et il y a un truc qui est sorti dans la commune Maniche avec la commune Torbec. Parce que nous connaissons que le centre de prise en charge choléra dans Okaï là, ce n'est pas seulement dans la commune Okaï, il recevra cas dans l'autre commune voisine. Nous avons une commune Cavaille, côté nous avons 4 cas, et nous avons 2 cas qui étaient positifs. Nous avons une commune Kototou qui a 5 cas, et tous les 5 cas étaient positifs. Donc c'est ça qui fait que nous avons un total de 63 cas pour période là. Et face à la résurgence de l'épidémie du choléra dans certains départements, le ministère de la Santé publique recommande à la population haïtienne d'appliquer les consignes d'hygiène. Le coordonnateur national de lutte contre le choléra au MSPP, Donald François, conseille de laver les aliments avec de l'eau traitée et d'utiliser du chlore et du savon pour se laver les mains. Les propos de Donald François au micro de Éphésie Mathieu. D'après pour la population, principe d'hygiène qu'elle suppose observer. Pas seulement parce qu'il y a la pluie, mais c'est parce que principe d'hygiène, ça. Si observer, j'ai supposé observer, pas de danger. Il n'y a pas de choléra, et choléra, même les apprendre, il n'y a pas de tuer. Laver main souvent, et nous remédier dans la journée à 2 moments importants pour nous laver main. L'aine saute dans la toilette, avec l'aine pour le manger. Ça ne veut pas dire que c'est 2 moments ça seulement, non? Mais il y a 2 moments ça à côté nous capable de contaminer nous. Côté mais nous capable de contaminer. L'aine saute dans la toilette, avec l'aine pour le manger. L'autre principe, encore pour rappeler nous, c'est boire de l'eau traitée. Laver fruits, tout ça n'a pas mangé. Tout ça n'a pas mis dans la bouche avec de l'eau traitée. Pas fait besoin, nous, n'importe qui bon. Autre nouvelle, lancement ce lundi du programme de réinsertion sociale des jeunes en situation de vulnérabilité à l'initiative du ministère des Affaires sociales et du Travail. Il s'agit d'un programme qui vise à doter 250 jeunes des 2 sexes d'une profession les permettant de gagner leur vie. Ce programme s'étend sur une période de 4 mois. Les bénéficiaires seront formés dans des domaines tels la plomberie, la maçonnerie, l'électricité. Selon le ministre Victor Benoît, le programme de réinsertion sociale répond à un besoin urgent des jeunes en situation de vulnérabilité. Il a affirmé l'engagement du gouvernement d'accompagner les jeunes en situation de vulnérabilité. Victor Benoît au micro de Wesley Antoine et Jasmine Denis. Mesdames, Messieurs, la situation est réellement alarmante. Sur chaque 100 jeunes de la capitale, 76 sont vulnérables à tous les risques. Bon nombre d'entre eux sont livrés à eux-mêmes. Ils sont frustrés et la frustration conduit à la colère. Dans le contexte électoral aujourd'hui, il est urgent de mener une bataille, de prendre une série d'actions pour arriver à l'apaisement social. Et toute base en affaires, il faut l'intégrer jeunes là-dedans. C'est à cela que répond également le programme que nous faisons, le lancement aujourd'hui, sous le leadership du Premier ministre. Ce programme que nous lançons aujourd'hui
figure parmi les actions prioritaires du ministère des Affaires sociales et du Travail. Ce programme comprend 3 volets. 3 volets. D'abord, la formation professionnelle pour les jeunes, des filières porteuses, telles la pose de carrelage, la technique Windows, la maçonnerie chaînée, les techniques de réparation de matériel électronique, la conduite d'engins lourds, etc. Il faut dire que la cérémonie de lancement s'est déroulée en présence du Premier ministre haïtien Evans Paul. Le chef du gouvernement a affirmé qu'avec ce programme, les 250 jeunes de conditions socio-économiques précaires auront un outil les permettant d'améliorer leur train de vie. Il a fait savoir que le programme de réinsertion sociale des jeunes va se dérouler sous le haut patronage du président de la République et sous le leadership du Premier ministre. Le Premier ministre Evans Paul, au micro de Wesley Antoine et Jasmin Denis. Ils ont toujours considéré nous comme force béton. Cependant, il y a plusieurs étapes dans le béton. Il y a l'étape fouler béton. Les nous dans la rue, on a revendiqué. Mais on les tout faut quitter béton. Quitter béton, on veut dire sortir dans le chômage. Et on l'autre étape qui c'est couler béton. Ça veut dire faire caille pour nous arrêter. Pour nous avoir capacité bâtir caille pour nous, parce que nous avons bâti la connaissance nous comme électricien, à connaissance nous comme plombier, à connaissance nous comme boss maçon, à connaissance nous comme boss peintre. Et c'est là ça, nous avons rempli conditions pour nous sortir dans la catégorie fouler béton, pour nous passer par quitter béton, ça veut dire nous pas dans le chômage, et puis nous dans couler béton, ça veut dire nous vivre, nous construire la vie, nous bâtir caille pour nous arrêter. C'est ça qui objectif gouvernement qui a l'honneur à coordonner. L'un des bénéficiaires du programme de réinsertion sociale des jeunes en situation de vulnérabilité qui intervenait lors du lancement du dit programme a émis le vœu de pouvoir intégrer le marché du travail sitôt avoir bouclé les 4 mois de formation. Suivez ces déclarations au micro de Wesley Antoine et Jasmin Denis. Ça n'a dit nous-mêmes qui dans la rue qui souffert longtemps ça, nous avons aimé les programmes fin fait. Yo tient à ce que pour mettre nous employer nous en côté parce que nous mêmes jeunes qui souffrir dehors nous souffrir longtemps ça parfois nous besoin manger c'est un machin qui bat nous parfois nous besoin mettons tennis dans pied nous c'est 100 gouttes 50 gouttes nous sembler pour nous mettre dans pied nous Parfois, les nous penser avec avenir nous, c'est parler avec un chef malgré des chefs qui par contre occuper nous. Mentionnons que les 250 bénéficiaires du programme de réinsertion sociale des jeunes en situation de vulnérabilité, dont 201 garçons et 49 filles, proviennent des quartiers défavorisés de la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Autre information, dans le cadre de la célébration des 75 ans de la Bibliothèque nationale d'Haïti, créée le 26 mars et en prélude à la Journée internationale de la presse le 3 mai prochain, l'Organisation internationale de la francophonie a fait don ce lundi de 200 ouvrages à la BNH. Ce geste tend à renforcer les capacités de la Bibliothèque nationale en ouvrages traitant divers aspects de la profession du journalisme, de la communication et des médias sociaux, a fait savoir le directeur du bureau régional pour les pays de la Caraïbe de l'OIF. David Bongard a affirmé que ce fonds aidera les journalistes dans leur travail de traitement et d'analyse de l'information. Ces propos ont été recueillis par Samus David François. En ma qualité de directeur régional de l'OIF pour les pays de la Caraïbe, nous sommes heureux de vous annoncer le renforcement des capacités de la Bibliothèque nationale en ouvrages couvrant divers aspects du journalisme, de la communication et des médias sociaux. Vous en trouvez, en fait, ils sont en plusieurs exemplaires chaque ouvrage. Il y en a presque 200 sur tous les aspects de
de la presse, sur la presse radiophonique, communautaire, les questions, on va dire, philosophiques, sur les débats qu'on peut se poser par rapport à la communication, sur des manuels, sur l'éthique, la déontologie. Vous trouverez, enfin, je me rapproche un tout petit peu des ouvrages. Vous avez aussi, Sauver l'information en Haïti, la presse magazine, comment communiquer avec la presse écrite et audiovisuelle, le guide du correspondant local. Donc ce sont tous des ouvrages qui sont extrêmement utiles. Comment écrire une chronique. En fait, l'objet de cette dotation, c'est d'accompagner le secteur de la presse qui souhaite le perfectionner. Vous savez, nous sommes tous astreints de devoir mettre nos connaissances à jour. Donc désormais, à la Bibliothèque nationale, je crois, je parle sous votre contrôle, Madame la Directrice, c'est le plus fort fonds en matière de médias qui existe dans le pays. Donc ce qui est non négligeable non plus. Et à la Bibliothèque nationale, c'est un endroit qui est accessible à tout le monde, vu que c'est une institution publique, mais aussi vu par sa situation géographique. Nous allons veiller sur ces ouvrages afin que les journalistes en puissent faire bon usage, a promis pour sa part la directrice de la Bibliothèque nationale, Émilie Prophète-Milsé, tout en remerciant l'OIF pour ce fonds mis à la disposition de l'institution. Madame Prophète-Milsé a dit quoi opportun de penser aux travailleurs de la presse en leur donnant plus de moyens, a-t-elle dit. Émilie Prophète-Milsé, au micro de Samus, David François. Les livres sont là, il était important de penser à cette catégorie professionnelle extrêmement importante dans le développement du pays, les journalistes, et il était important aussi de recentrer certaines choses, parce que quand on propose des livres, on propose d'autres manières d'analyser, d'autres manières d'être, d'autres manières de comprendre. Il était important que nous dotions la bibliothèque de ce fonds documentaire, que nous donnions plus de moyens aux journalistes, parce que c'est de cela qu'il s'agit, donner plus de moyens à des gens qui font partie de nos vies, des gens qui sont extrêmement importants pour nous, des gens que nous laissons volontiers entrer chez nous, soit par l'intermédiaire de la radio, par de l'internet, de la télévision, du journal, tous les jours, de leur dire, écoutez, voilà ce que nous vous proposons, avec ce que nous vous donnons là aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez vous donner au reste de la population. Donc les livres sont très très diversifiés, c'est un fonds très diversifié qui sera là à la Bibliothèque nationale. Nous allons veiller sur ces fonds pour vous, pour que vous puissiez les utiliser et vous puissiez les utiliser à bon escient, que vous puissiez changer pour le meilleur l'information qui est déjà bonne. Nous savons quel travail vous faites tous les jours et ce qui vous attend dans les prochains mois avec l'arrivée des élections, l'arrivée de grands événements comme la Carifesta, comment aborder ces choses-là, quel autre critère d'analyse vous allez avoir besoin pour pouvoir mieux communiquer ce qui se passe. Eh bien, tout est là. Autre nouvelle, présentation ce lundi par le groupe Sogebank d'un programme baptisé « Toujours bon côté étudiant ». Il s'agit d'un programme dont le lancement est prévu le 11 mai prochain à l'occasion de la Journée nationale des étudiants et qui tend à offrir un ensemble d'opportunités telles qu'un microfinancement à la Sogesol à partir d'un compte étudiant, l'achat des lampes solaires à des prix abordables à environ 12 000 étudiants âgés de 18 à 24 ans et issus de différentes universités du pays. Hervé Delorme est directeur de marketing de la Sogebank. Ses explications au micro de Journiste Saint-Ilus et Maxo Joseph. Alors, première question, qui peut ouvrir un compte étudiant? Tout étudiant inscrit dans un établissement de formation post-scolaire agréé par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, autrement dit, pas seulement les universités avec lesquelles nous avons signé un partenariat. Deuxième critère, l'étudiant doit être âgé de l'étudiant ou l'étudiante, pardon mesdames, doit être âgé de 18 à 24 ans. Et le troisième critère, être détenteur d'une pièce d'identification. Quelles sont les spécificités du compte étudiant? Le compte d'épargne étudiant est un compte d'épargne sans livret, en gourde, avec une carte de débit Sogecash, bon côté étudiant. Pas de frais à l'ouverture du compte, un dépôt réduit à l'ouverture du compte, un accès au réseau de 70 ATM de la Sogebank. Tout d'abord, ils pourront acheter des lampes solaires à prix réduit à Sogexpress. Ensuite, ils auront la possibilité d'acheter des tablettes sur table à prix réduit. Ils auront la possibilité de financer
dans des conditions avantageuses auprès de la Sogesol, leur achat de tablettes. Pour les étudiants salariés, ils pourront financer leurs frais de scolarité, de matériel scolaire et d'équipement informatique, encore une fois avec des conditions avantageuses grâce à Sogesol. Université Notre-Dame d'Haïti est l'une des bénéficiaires de ce programme. Son recteur, Monseigneur Pierre-André Pierre, croit que cette initiative est d'importance capitale vu qu'elle permettra aux étudiants de lier connaissance au secteur des affaires, soutient-il Monseigneur Pierre-André Pierre. Puis particulièrement pouvoir participer à ce dialogue entreprise-université. Il est important que les étudiants non seulement puissent avoir ce contact avec les entreprises, mais en même temps pour leur insertion professionnelle postérieure, je pense que ce programme leur donnera une grande opportunité. Mais mon impression, c'est que c'est une chose à encourager, que les institutions en général, que les entreprises en général, le commerce en général, parce que leur intérêt, c'est d'avoir des cadres qualifiés, c'est d'avoir une compétence pour le progrès de leur entreprise. Il est donc de leur intérêt de s'approcher des institutions académiques. Et là, en même temps, il y a un double avantage, c'est une question de gagnant-gagnant, parce que d'un côté comme de l'autre, l'entreprise avance et les universités et les institutions académiques en même temps peuvent accompagner les étudiants dans leur insertion professionnelle. Et finalement, qu'est-ce qui gagne? Qui gagne? C'est le pays. L'objectif final, c'est de pouvoir préparer des cadres compétents et d'avoir des institutions, des entreprises qui fonctionnent bien et qui permettent à la nation d'avancer dans le progrès. Mon impression, c'est que c'est une bonne chose. Parlons éducation. À présent, réfléchir sur la façon dont l'institution entamait une nouvelle campagne d'alphabétisation efficace pouvant apporter de bons résultats. Voilà ce qui motive la secrétaire d'État à l'alphabétisation a organisé un forum de 2 jours dans le pays en début mai prochain. Le titulaire de cette secrétaire, Mozart Clérisson, croit qu'il est important de continuer avec cette campagne afin de parvenir à éradiquer l'alphabétisme dans le pays. Le secrétaire d'État à l'alphabétisation fait remarquer que l'accroissement du taux d'alphabétisme dans le pays est un handicap majeur qui doit interpeller tous les secteurs de la vie nationale. Les déclarations de Mozart Clérisson au micro de Yvan Seïd. L'alphabétisation n'a pas de sens, ou bien le sens c'est le traduit par un bagage qui est fait de façon permanente pour aboutir à participation éclairée de monde dans la vie économique sociétale. C'est rôle alphabétisation. Donc autrement dit, premier élément de base là, dans la mesure qu'on quitte ou pas faire avec lui, gon moun qui dit une alphabétisation sans post-alphabétisation, li détruit tête li par lui-même, car moun nan l'a oublié ça le apprendre. Donc société a gagné par rapport à objectif que le bail tête li, par rapport à projet que le gagné pour nous réfléchir sur problème langue, sur problème milieu côté et travail la fête là pour nous engager nous dans véritable campagne nationale d'alphabétisation côté que c'est toute société dans toute composante qui peut participer et à ce moment-là on est capable de dire pays a quantité de monde qui pas connaît lire d'année en année un travail qui fait pour éradiquer pour arriver à créer les conditions objectives de programme dans la société. On a fini avec élément deuxième non c'est sous forum non nous allons gagner sous 2 jours de réflexion que nous allons faire pour nous sortir avec des recommandations que ensemble, l'État, la présidence, le gouvernement, toute entité dans l'État, pour nous engager dans une véritable campagne, pour nous réussir et permettre que la société avance. Pour sa part, l'ancienne secrétaire d'État à l'alphabétisation, Adeline Magloire-Chancy, se montre favorable à la campagne d'alphabétisation. Toutefois, elle souligne qu'une telle initiative ne pourra donner les résultats escomptés sans la régularisation de la langue créole. Adeline Magloire-Chancy soutient qu'avec les documents importants, généralement rédigés en français, la plupart des habitants du pays ont en leur possession des papiers qu'ils ne comprennent même pas. Adeline Magloire-Chancy. M'a dit tout de suite, carrément, il y a une contradiction dans le pays d'Haïti qui fait pas qu'on n'a jamais réussi en campagne d'alphabétisation si nous pas fait un mouvement fondamental qui c'est question langue. Il n'y a pas prendre
dans la langue pa yo, qui c'est langue maman yo, et c'est ça qui est pour fait. Mais environnement écrit dans le pays, environnement administratif là, environnement qui a réglé les bagages sérieux dans le pays ici, c'est en français l'écrit. M'a dit nous ça me souhaiter. T'as souhaité que me pas mourir sans pas ouais haïtien qui dans main yo un certificat naissance qui écrit en créole. Yo journée jodi a yo te mettre déplacer toute institution l'État qui a réglé question de registre naissance haïtien. Archives, ONI, en fait toute série, tout ministère de la Justice, greffier, officier d'état civil, etc. Yo mené yo dans des points qui loin dans le pays qui dans monde, qui dans des côtés qui difficile pour arriver là. Yo ba un papier qui écrit non langue yo pas comprendre. Ce qui fait que nous pourquoi régler les problèmes haïtiens. À présent, direction en Asie, où l'aide internationale afflue au Népal après le séisme de magnitude 7.9 qui a fait environ 4000 morts. Des abris de fortune ont été installés sur une pelouse du centre de Katmandou pour accueillir les sinistrés népalais et touristes. L'organisation de l'aide commence à être effective. Les États-Unis ont déjà acheminé une enveloppe d'$1 million. L'Inde, la Turquie, la Chine, l'Australie et le Japon ne sont pas restés indifférents face à cette catastrophe. Reportage Euronews. Des milliers de personnes, des Népalais mais aussi des touristes ont trouvé refuge dans des abris de fortune installés sur une pelouse du centre de Katmandou. Beaucoup ont vu leur maison s'effondrer, d'autres refusent de retourner chez eux par crainte de réplique. Ça a pris tout le monde par surprise et les gens se sont précipités hors des magasins. La rue s'est remplie, les gens s'agrippaient les uns aux autres et ils attendaient que ça se termine. Et une fois que ça s'est terminé, il y a eu des tonnes de gens courant dans les rues. L'aide internationale commence à s'organiser après le déblocage par les États-Unis d'une première enveloppe d'$1 million. L'Inde, où 57 personnes ont été tuées, a envoyé 2 avions acheminant de l'aide. La Turquie a également dépêché des secouristes, tout comme la Chine, l'Australie et le Japon. Certaines ONG françaises comme Médecins du Monde et Action contre la faim ont déjà des équipes sur place à pied d'œuvre. Des Népalais et beaucoup d'étrangers se sont précipités à l'aéroport pour tenter de quitter le pays. Nous restons au Népal, où le nombre des victimes s'alourdit. Selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur, le séisme a fait plus de 4000 morts, plus de 7000 blessés et des milliers de maisons détruites. Les responsables n'écartent pas la possibilité que le bilan ait fait plus de 5000 morts. Plus d'1 million d'enfants sont touchés par cette catastrophe, estime l'UNICEF. Plus de détails avec nos confrères d'Euronews. Combien sont-ils à avoir péri à cause du puissant tremblement de terre de samedi ? Plus de 4000 selon un nouveau bilan fourni ce lundi en fin de journée par le ministère de l'Intérieur. Plus de 7500 personnes ont été blessées et des milliers d'autres ont perdu leur maison. Les équipes de secours s'activaient. Ces sauveteurs turcs ont retrouvé un survivant dans les décombres d'un immeuble à Katmandou, la capitale. Ici, l'armée népalaise a récupéré le corps d'une fille de 12 ans dans les décombres d'un bâtiment qui abritait une dizaine de personnes. Ils ont pu tous s'échapper lors du séisme, sauf la jeune fille. L'épicentre du tremblement de terre d'une magnitude de 7,9 sur l'échelle de Richter était situé à environ 80 km au nord-ouest de Katmandou. Les nombreuses répliques ont effrayé les survivants, déjà choqués par la catastrophe et par la perte de leurs proches. Alors que le nombre de morts ne s'élevait pas encore à plus de 4000, Harry Kumar de l'ONG Geohazards International indiquait que le bilan des victimes allait fortement s'alourdir. La vallée de Katmandou est comme une région de sol très sableux où le tremblement de terre est amplifié, expliquait-il. Aussi, le nombre de morts annoncé est très bas vu la puissance du séisme. Nous allons découvrir d'autres morts dans les jours à venir. Le séisme de samedi est le plus meurtrier depuis 80 ans au Népal. Selon l'UNICEF, l'agence de l'ONU, près d'1 million d'enfants sont touchés par cette catastrophe et ont un besoin urgent d'aide humanitaire.
À l'étranger toujours, avec plus de 14% de voix, Omar al-Béchir se succède à la tête du Soudan dès le premier tour des élections présidentielles. La communauté internationale a fortement critiqué cette élection que l'opposition a rejetée d'un revers de main. Omar al-Béchir, qui dirige le Soudan depuis 25 ans, a son dossier judiciaire à la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Reportage Euronews. Au Soudan, sans grande surprise, Omar al-Béchir a été réélu à la tête du pays dès le premier tour et avec plus de 94% des voix. Une élection boycottée par l'opposition et largement critiquée à l'étranger. Président du Soudan depuis 25 ans, Omar al-Béchir fait l'objet de mandats d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Et à présent, le rappel des titres avant de refermer ce journal. Fin de la période de contestation au CEP, 72 heures après la fermeture de la phase d'inscription des candidats aux prochaines législatives. 111 cas de contestation sont enregistrés sur tout le territoire national pour des raisons telles la double nationalité et l'absence de certificat de décharge. Inscription aux prochaines législatives, les chiffres n'ont pas changé. 2029 candidats, 1767 à la députation et 262 au Sénat. Seules 162 femmes sont recensées, informe le porte-parole du CEP, Franz Bernardet. Dans l'actualité également, le choléra continue de faire des victimes en Haïti. 19 au 23 avril, 3 décès communautaires et 48 cas d'infection ont été dénombrés par le ministère de la Santé publique qui encourage la population à respecter les consignes d'hygiène. Installation de Léonard Renault comme nouveau ministre AI des Affaires étrangères et des cultes. L'actuel ministre de la Défense remplace à ce poste Julie Brutus, qui a démissionné dans la perspective de se porter candidat à la présidentielle de 2015. Procurer un métier à des jeunes défavorisés afin qu'ils puissent se prendre en charge dignement. L'objectif d'un programme de réinsertion sociale lancé par le ministère des Affaires sociales et du Travail est supporté par le président et le Premier ministre haïtien. À l'étranger, le bilan ne cesse de s'alourdir au Népal depuis le violent séisme de samedi dernier. Les chiffres officiels font état de 3700 morts. Environ 50 répliques ont secoué le pays depuis la catastrophe. L'aide internationale commence à s'organiser sur place. Et puis enfin, un nouveau mandat pour Omar al-Béchir, qui dirige le Soudan après 25 ans. Son élection avec plus de 14% de voix dès le premier tour de la présidentielle est fortement critiquée par la communauté internationale. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Excellent week-end. Très bonne suite de programmation sur Télésignal.